comme cadre, le Brésil a été l'un des premiers pays d'Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec la Tunisie, juste au lendemain de l'indépendance tunisienne, 1960. Et à partir de ce moment, les échanges commerciaux, je crois que la parole le mot qui mieux le définit, c'est la stabilité. C'est-à-dire, on a identifié de deux côtés immédiatement un intérêt des Tunisiens pour certains produits brésiliens, dont par exemple le sucre. C'est-à-dire, le Brésil a eu toujours la chance et l'honneur d'être le plus grand producteur de sucre, exportateur de sucre vers la Tunisie. Mais c'est en fait, c'est-à-dire que pendant toutes ces années, c'est-à-dire 50 ans, il y a eu à peu près une stabilité du profil des deux côtés en ce qui concerne les produits importés et exportés. Alors, du Brésil vers la Tunisie, du sucre, du tabac, du café et d'autres produits. Maintenant, on vient de me dire que le soja a déjà remplacé les autres produits comme deuxième produit importé par la Tunisie du Brésil. Et côté tunisien, les phosphates. Alors la Tunisie a été pendant longtemps le grand fournisseur du Brésil de phosphate et produits de phosphate dérivés pour les engrais agricoles. Voilà. Vous savez, le Brésil, c'est une des plus grandes surfaces agricoles du monde. C'est un pays continent dont la frontière agricole est toujours en expansion. Toujours en expansion. Il y a toujours des terres qui sont conquises pour l'agriculture, suivant les différentes périodes, suivant les besoins du marché mondial, bien sûr. Le soja est un exemple, un grand exemple. Les exemples les plus traditionnels de produits brésiliens, c'est le café et le sucre, la canne à sucre. Et là, on a de plus en plus besoin, dans les 2 ou 3 dernières décennies, la consommation de l'agriculture brésilienne en matière d'engrais de phosphate a été croissante. Et là, à partir de la Révolution en 2011, on voit une modification de ces échanges. Voilà. Alors, sans Tunisien, la crise dans la production tunisienne de phosphate, elle a entraîné une chute des exportations vers le Brésil, bien sûr. Maintenant, on espère, on travaille pour reprendre le montant des années d'avant la Révolution au plus vite. Et côté brésilien, il y a eu une diversification, c'est-à-dire il y a eu des changements dans ces produits. Le sucre est toujours en première place, mais par exemple, je voyais ici le soja en deuxième place et de plus en plus des produits qui ne sont pas agricoles. Voilà. Alors il y a une diversification de la liste de produits, si vous voulez. Ça, c'est très intéressant. Et c'est là que l'UTICA rentre. C'est-à-dire, j'ai témoigné les 2 ou 3 dernières années de plusieurs missions commerciales brésiliennes en Tunisie. La dernière a eu lieu lors du Forum des investissements, Tunisia Invest. C'est des entreprises brésiliennes et des investisseurs brésiliens intéressés au potentiel et du marché tunisien. Et dans tous les domaines, c'est-à-dire le domaine il y a eu une mission commerciale de l'entreprise brésilienne dont vous voyez le modèle d'avion là, la Embraer, entreprise brésilienne d'aéronautique, qui est le 3e plus grand producteur d'avions du monde. Voilà. Juste après Boeing et Airbus.
et qui a du potentiel, bien sûr. Alors là, c'est une possibilité. D'autres possibilités, des entreprises qui produisent des autobus. Il y a eu des représentants brésiliens qui sont venus aussi en Tunisie. Des entreprises pharmaceutiques, de laboratoires brésiliens. Le Brésil a développé une grande gamme de médicaments, ce qu'on appelle les médicaments génériques, dans les 2 dernières décennies aussi. Même pour les maladies graves et les maladies chroniques. Dans l'aéronautique et dans le domaine pharmaceutique, il y a la possibilité que ces entreprises, dans le cas le laboratoire, le représentant du laboratoire qui est venu, il était intéressé à une installation, c'est-à-dire à produire en Tunisie, produire des médicaments en Tunisie. Des contacts maintenant entre la pharmacie centrale, le ministère de la Santé tunisien, et ces laboratoires brésiliens, ministère de la Santé brésilien aussi. Et d'autres volets, c'est toujours le volet agricole. Il y a un projet qui devra être signé, mais là c'est aussi dans le domaine de la coopération. C'est pas exactement un projet commercial, c'est dans le domaine de la coopération, un projet d'appui à la culture de l'eucalyptus en Tunisie. C'est une demande de côté tunisien. Le Brésil, il a une grande tradition dans la culture de l'eucalyptus. Et en Tunisie, ce projet qui sera signé bientôt, je crois, avant la fin de l'année, c'est un projet de coopération entre l'Agence brésilienne de coopération et le ministère de l'Agriculture tunisien pour développer la plantation d'eucalyptus en Tunisie à 2 fins. Production de bois et de papier, cellulose, et l'apiculture, voilà, le miel d'eucalyptus. Mais là, c'est dans le domaine de la coopération. C'est pas dans le domaine commercial. Je crois que en ce moment, ce qui est vraiment important, c'est de saisir toutes ces opportunités qui sont en train de pointer ici et là, pour diversifier, voilà, pour rendre, augmenter les montants des exportations tunisiennes vers le Brésil et des importations tunisiennes du Brésil. L'huile d'olive, par exemple, il y a un grand potentiel. La consommation d'huile d'olive au Brésil, elle ne cesse d'augmenter. Elle ne cesse d'augmenter. Et on n'a pas. C'est un produit qui ne fait pas partie de notre voilà, je ne sais pas, à cause de raisons climatiques, mais il n'y a pas une grande culture de l'olivier encore au Brésil. Il y a des essais, mais par rapport à la consommation, c'est encore très réduit. Et la Tunisie, on me dit que cette année, c'est la deuxième producteur d'huile d'olive. Il y a un domaine qu'on va essayer de travailler aussi. Il y a un accord bilatéral en préparation en ce moment, qui est le domaine des politiques sociales. Les politiques sociales, il y a eu un énorme intérêt des Tunisiens, c'est-à-dire ONG, partenaires de la Sistana, non ? Et les ministères qui sont impliqués, ministère de l'Éducation, ministère de l'Agriculture, et ministère de la Jeunesse et du Sport, et ministère des Affaires sociales, bien sûr, qui est notre premier partenaire dans ce domaine. Pour les politiques sociales brésiliennes, cantines scolaires, non ? Les programmes de revenus minimum, soit dans les quartiers populaires des grandes villes. On me parlait la semaine dernière des initiatives tunisiennes dans ce domaine, soit dans les programmes de microcrédit et d'appui, non, aux familles de l'intérieur, des régions de l'intérieur, c'est-à-dire la promotion des activités, parfois au Brésil on appelle ça ici aussi les savoirs traditionnels, non ?
qui ont besoin d'être développés, mais dans un premier moment, ils ne peuvent pas faire comme les entrepreneurs, non, parce qu'ils n'ont pas de capitaux, de grands capitaux disponibles à investir, non, dans leurs activités. Ils ont justement le savoir, l'expertise, mais ils ont besoin d'un appui, non, du gouvernement, des ONG, des différents niveaux de l'administration régionale, non, les gouvernorats, les baladés, il y a les communes, pour faire démarrer ces initiatives. Et là, dans le domaine des savoirs traditionnels, c'est très intéressant de travailler parce que vous avez une série de volets dans le même programme. Alors par exemple, au moment où vous faites cantine scolaire, vous aidez aussi les petits agriculteurs qui vont fournir, au Brésil ça se passe comme ça, donc ils vont fournir les denrées, les produits avec lesquels on va faire la nourriture des enfants à l'école du village. Vous voyez ? Et là, mais il faut un programme, il faut un type d'organisation et de gestion de ces mécanismes, non, par les agents publics. Ça, c'est au Brésil, moi, ça se passe comme ça. Et alors, ces échanges, ils sont très importants, très intéressants aussi, parce que ça va permettre aux Tunisiens, bien sûr, il ne s'agit pas d'un copier-coller. Ce n'est pas possible. Chaque pays a une réalité différente. Le Brésil est un pays de 210 millions d'habitants, de dimension continentale. La Tunisie, elle a une population, justement, les 10 millions, mais il faut œuvrer dans la construction, la mise en place de ces mécanismes, pour qu'ils puissent après, chacun peut se coordonner et développer ces mécanismes qui sont très importants. Et ils sont des mécanismes, comme on dit, structurants. Je ne sais pas si on dit ça en français, c'est-à-dire qu'ils créent des structures, non, soit dans les grandes villes, soit à la campagne. La valorisation du travail des femmes. Ça, c'est un volet qu'on travaille aussi avec l'appui au savoir traditionnel, disons. Les familles à bas revenus, non, à bas revenus mensuels, on travaille sur ce volet-là aussi. Le microcrédit pour les petites entreprises familiales, non, voilà. Alors il y a tout un ensemble de volets qu'on peut travailler en essayant de stimuler ces différents mécanismes. C'est très important. Je suis très optimiste, surtout pour ça.